17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a 1 an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Né sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit. Balade confinée. Bonne écoute. Interlude. Confiné avec Patrick Bruel. Première partie. La paranoïa me guette sans doute depuis longtemps, depuis l'enfance probablement, mais c'est à la poste que je l'auto-diagnostique. Non pas cette forme délirante de méfiance aiguë et de dialogue obscur qui enfermeront Antonin Artaud ou Adèle H. Je n'en suis pas moins atteinte d'illusions extravagantes, l'ébullition d'un cerveau surexcité et avide qui, au lieu de provoquer de l'anxiété, émancipe. Comme la Marianne verte timbre l'enveloppe, emblème républicain, cette singularité m'oblitère, emblème personnel. Un phénomène qui s'anime avec Patrick Bruel. J'en ai tenu un cahier, une ébauche de manuscrit. Le roman s'appelle « Les Chênes » et prend, une fois encore, racine à Plougonvelin, dans la propriété des Chênes, celle de mon enfance, aux côtés de Lionel et Fred A., mes cousins. Celle qui jouxte la demeure des parents d'Amanda Sterz, future Madame Bruel. Les Chênes est inspiré de faits réels. D'abord, Patrick Bruel me ressemble. Brun et bouclé, les yeux verts, le nez long, arqué, le teint pâle, ses mémoires sont empreintes de souffrance qu'il colore en chansons. Un jardin des délices au parfum d'olive et de cannelle algérienne, par exemple. Son soleil est blanc comme celui de Camus et des Arméniens, corrosif. Il est né le 14 mai, taureau comme mon père, moi-même verseau comme ma mère. Premier signe concordant. Déraciné quand il quitte l'Algérie, il reproduit la scène d'effroi de ce départ dans le coup de Sirocco, comme j'ai pu réécrire celui qui constitue mon arrivée à Paris dans mes romans. Malgré l'hostilité qu'il rencontre en banlieue parisienne où sa mère s'installe, il y polie la verve qu'on lui connaît. Petit garçon capricieux et loquace, fanfaron, comme je le serais à Neuilly en zone contraire, pour faire taire l'adversaire. Nous grandissons tous les deux sur fond de Bonne nuit les petits, Zorro, Polly, l'aventureux poney à la crinière blonde, Thierry Lafronde, qui rendra célèbre mon prénom, Isabelle. Il ne rate aucun amicalement vôtre, comme moi. Il écoute les Beatles, qui parlent d'amour, et moi Bowie, qui chante Heroes. Il se livre peu, mais sur son sac US, il a écrit des devises d'espoir. On est tous peace and love adolescents. Interviewé, il explique qu'on rencontre tous un déclic qui forge une ambition. Lui, c'est le Parrain 3, de Francis Ford Coppola, qui lui donne envie de faire du cinéma. Moi, c'est Tropique du Capricorne, de Henry Miller, qui me donne envie d'écrire et de devenir une autre Anaïs Nin. Écrire l'intime et la vérité. Il refait le monde au bistrot du lycée comme moi quand j'opte pour l'école buissonnière avec Virginie. Sa bande est viscérale, tout autant le sont mes amis. La sienne l'aidera à rejoindre la place des grands hommes, Marion, Pascal, Laurence, Éric et les autres. La mienne me poussera à écrire. « Passe ton bac d'abord !» déclame ma mère. Lui, c'est le père de son ami Marion qui l'en sonne. Plus tard, fan de foot, il rate la finale de France-Pays de Galles au Parc des Princes. Déçu et errant, il se retrouve à l'Olympia, où il achète le dernier billet pour le concert de Michel Sardou. Il sera chanteur. Moi-même, j'abandonne Gilbert pour la Poste où je rencontre le veule Christophe qui fera de moi un écrivain. À quoi ça tient, le destin ? Patrick Bruel passe ses vacances au Club Med. Il rate son bac et redouble sa terminale. Il n'est plus concerné par les études. New York est la ville qui le remplit d'énergie, où il vit une période de révolte. Il enchaîne une série d'années de galères qu'il met à profit pour étudier, apprendre, écouter et dompter le public au théâtre. Moi-même, je viens de raconter un itinéraire pas si différent. Et c'est le coup d'éclat, marre de cette nana-là, avant une série de rencontres opportunes. Sa carrière est lancée. Dans le clip qui accompagne la chanson, l'une des choristes est la fille de nos voisins à Rueil, Chris-Laure N, gracieuse et envoûtante, comme la Lorelai de Heine. Pour trouver l'envergure romanesque nécessaire à l'écriture des Chênes, j'imagine l'histoire de Patrick Bruel et d'une fille, mon prolongement, née le même jour à 10 années d'intervalle. C'est l'histoire de deux destins similaires, deux trajectoires semblables,
issus de deux peuples bibliques, juifs et arméniens, qui vont passer d'une vie anonyme à une vie mythique. L'idée est de démystifier la fanatitude et l'existence d'une star. Je croque des chemins qui ne se croisent jamais, comme les notes de musique sur une portée qui pourtant se combinent harmonieusement, devenant une mélodie et un refrain entêtant. Ils ne se croisent pas parce que l'un comme l'autre rate chaque occasion de se parler, consciemment ou non. L'un est à l'origine de la bruelmania quand l'autre rêve. L'héroïne vit d'eau fraîche et d'espoir. Mais Nietzsche n'a-t-il pas écrit « N'est-ce pas une œuvre d'art ? Espérer ?» L'un comme l'autre fait de sa vie une œuvre d'art. L'écriture ? Je crois que je suis née un crayon dans une main et un clavier dans l'autre. Toute môme déjà, je transcrivais les paroles des chansons qui me bouleversaient. Hey Little Girl de Ice House, Bird of Paradise de Snowy White, Words de F.R. David. Mais en français, ça ne rendait rien. Words don't come easy to me. J'écrivais des lettres à mes copines et mes copains, mes journaux intimes que je poursuis, et tant d'autres carnets de notes, d'idées, de citations extraites de romans, de bio ou d'extraits d'interviews d'auteurs, de pages de revues découpées, d'images parlantes, de collages. J'ai tout arrêté de longues années parce que ma mère et ma sœur se plaisaient à lire en cachette ce qui était, comme son nom l'indique, intime. Et surtout romancé, augmenté par rapport à une réalité trop fade, diminué par rapport à une réalité excessive, raccord écrit en prime pour unifier l'ensemble. Cela aurait pu passer inaperçu si elle n'avait pas lu au pied de la lettre, quand tout était projeté en fiction, émanation insondable d'un esprit trop fécond qu'elle cherchait néanmoins à décrypter, pour en trouver le sens qui leur correspondait à elle, avec leur référentiel à elle. Bob Dylan, interviewé par des journalistes de Rolling Stone, qui lui demandent de quoi parle son dernier album, j'ai oublié lequel, répond « Un peu de tout, de rats, de ballons. » Non, Dylan ne se moquait pas, ni ne méprisait quiconque. Seulement, certaines choses ne s'expliquent pas, même à leur créateur. À chacun d'en devenir l'exégète s'il le souhaite. Ces journaux intimes, je les ai jetés, déchirés, broyés, brûlés. Cependant, ce que j'y écrivais m'est demeuré en mémoire, plus fort que les événements, réels ou travestis. Écrire, c'est vivre et romancer. C'est vivre en exponentiel et c'est forcément raccorder, couper, copier, coller. Écrire, c'est se tatouer. C'est indélébile. En Arménie, en Cilicie, sur les terres des massacres, les Arméniennes tatouées l'étaient par des Bédouins, des Arabes du désert, des Kurdes, devenant des monnaies d'échange, ou par des Turcs, qui en faisaient des esclaves après les avoir islamisés de force et violentés. Elles étaient marquées de croissants de lune et d'étoiles au front, au menton, sur la poitrine. Le tatouage sur les femmes arméniennes n'était pas de l'art, ni un ornement traditionnel, plutôt la marque d'une identité bafouée, d'une captivité et d'un asservissement. Pour certaines, d'entre les rescapées, ces tatouages leur permettaient de réintégrer leur famille. Une âme, une pièce d'or, une personne. Tel était le slogan. Il valait aussi pour les enfants placés en orphelinat. Ces tatouages racontent des choses insoutenables et ineffables, l'ignominie. Ils traduisent l'appartenance à un souteneur. Ils racontent une arménienne devenue turque, une chrétienne devenue musulmane pour survivre. Femme objet bétail marquée au fer. Voilà pourquoi je ne me suis jamais tatouée et que j'ai tout mis en œuvre pour rester libre et la peau intacte. La seule aliénation que je tolérais était dévolue à l'écriture. Seul Dieu, seul maître, chante Charles Aznavour. Au fond, tous mes écrits, vraiment tous, ne parlent que d'arménité, comme Bob Dylan traque sa judéité dans tous ses textes. La plupart du temps, le sens est caché, il m'est caché à moi-même. Parce que d'ouvrage en ouvrage, je tâtonne, j'explore, j'émets des hypothèses. Parfois crédibles et audibles, parfois farfelues, ineptes ou incongrues, parfois encore sardoniques. Mais j'essaie. Il m'est arrivé d'écrire en dévoilant mon profil pour Dieu, et mon autre aussi pour le diable. Parce que l'arménité, comme la judéité, ça prend une vie. Et comme pour écrire, il s'agit d'écrire. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kevorkian, musique et arrangement par Emmanuel Dupuis.